Peter Pan de James Matthew Barrie. Chapitre 8. Le lagon des sirènes. Si vous fermez les yeux et que vous avez de la chance, vous pourrez voir de temps en temps une tache informe, aux belles couleurs pâles, en suspension dans l'obscurité. Puis, si vous appuyez un peu plus sur vos yeux, la tache commence à prendre forme et les couleurs deviennent si vives que si vous appuyez encore, tout s'enflammerait. Mais juste avant les flammes, ce que vous voyez, c'est le lagon. Vous n'en approcherez jamais plus depuis le monde réel, sauf à votre dernier moment. Si vous pouviez le vivre une seconde fois, vous verriez les vagues et vous entendriez le chant des sirènes. Les enfants passaient souvent de longues journées d'été sur ce lagon, occupant le plus clair de leur temps à nager, ou à flotter, ou à jouer dans l'eau avec les sirènes, et ainsi de suite. N'allez pas en déduire que les sirènes étaient en bons termes avec eux. Au contraire, l'un des regrets les plus durables de Wendy était de n'avoir jamais obtenu d'elle, depuis son arrivée sur l'île, le moindre mot aimable. Quand elle s'approchait avec précaution au bord du lagon, elle pouvait en voir des dizaines, notamment sur le récif des naufrageurs où elles aimaient se prélasser et se peigner les cheveux d'une manière langoureuse, qui l'irritait. Et elle pouvait même se peigner, pour ainsi dire sur la pointe des pieds, à moins d'un mètre d'elle. Mais elles plongeaient en la voyant, peut-être même en l'éclaboussant de leur queue, et pas par accident, exprès. Elles traitaient tous les garçons de la même manière, sauf Peter, bien sûr, qui bavardait des heures avec elles sur les récifs des naufrageurs et s'asseyait sur leur queue quand elles se montraient impertinentes. Il donna à Wendy l'un de leurs peignes. Le moment le plus favorable pour les voir est au lever de la lune, tandis qu'elles poussent d'étranges cris plaintifs. Mais le lagon est alors dangereux pour les mortels, et jusque dans la soirée que nous allons maintenant raconter, Wendy n'avait jamais vu le lagon au clair de lune. Moins par peur, car bien sûr Peter l'aurait accompagnée, que parce qu'elle avait pour règle stricte de mettre tout le monde au lit à 7 heures. Elle était souvent au lagon, cependant, les jours de soleil après la pluie, quand les sirènes viennent en nombre extraordinaire jouer avec leurs bulles. Les bulles multicolores en haut d'arc-en-ciel leur servent de ballons. Elles se les envoient de l'une à l'autre en les frappant allègrement de leur queue et en essayant de les garder dans l'arc-en-ciel jusqu'à ce qu'elles éclatent. Les buts se trouvent à chaque extrémité de l'arc-en-ciel et les seules gardiennes ont le droit d'utiliser leurs mains. Parfois, le lagon accueille simultanément une douzaine de ces parties et c'est un spectacle assez joli. Mais au moment où les enfants tentaient de les rejoindre, ils devaient jouer seuls, car les sirènes disparaissaient immédiatement. Néanmoins, nous avons la preuve qu'elles contemplaient secrètement les intrus et qu'elles ne rechignaient pas à leur prendre telle ou telle idée, car c'est John qui introduisit une nouvelle façon de frapper la bulle, en mettant la tête à la place de la main, et les sirènes adoptèrent cette innovation. C'est la seule marque que John laissa au pays du jamais. Il devait être également assez joli de voir les enfants se reposer une demi-heure sur un rocher après leur repas de midi. Wendy insistait pour qu'ils le fassent et qu'ils se reposent pour de vrai, même s'ils avaient seulement fait semblant de prendre leur repas. Ils s'allongeaient donc là, au soleil, les corps luisants dans ses rayons pendant qu'elle restait assise auprès d'eux dans une attitude solennelle. C'était une journée comme celle-là, et ils se trouvaient tous sur les récifs des naufrageurs. Le rocher n'était pas beaucoup plus large que leur grand lit, mais bien sûr, ils savaient tous comment ne pas prendre trop de place, et ils étaient assoupis, ou au moins couchés les yeux fermés, et se pinçaient de temps en temps quand ils pensaient que Wendy ne regardait pas. Elle était très occupée à coudre. Tandis qu'elle cousait, un changement survint sur le lagon. Il fut parcouru de frissons, et le soleil disparut, et les ombres se multiplièrent à la surface de l'eau, qui devint plus froide. Wendy ne voyait plus assez pour enfiler son aiguille, et lorsqu'elle leva les yeux, le lagon qui, jusqu'ici, avait toujours été un endroit riant, prit soudain un aspect hostile et effrayant. La nuit, elle le savait, n'était pas encore venue, mais quelque chose d'aussi sombre que la nuit était là. Non, pire que ça. Ce n'était pas encore là, mais le frisson avait été envoyé à travers la mer pour dire que cela allait venir. Mais quoi? Elle se repassa toutes les histoires qu'elle avait entendues sur les récifs des naufrageurs, ainsi nommés parce que des capitaines sans merci y avaient déposé des marins et y avaient laissé se noyer. Ils se noient quand la marée monte, car le récif, alors, est submergé. Bien sûr, elle aurait sans hésiter réveillé les enfants, non seulement à cause de la chose inconnue qui s'approchait d'eux, à l'affût, mais parce qu'il n'était pas bon pour eux de continuer à dormir sur un rocher où il faisait maintenant trop froid. Mais elle n'était qu'une jeune mère et ignorait cela.
Elle pensa simplement qu'il fallait s'en tenir à la règle qui prévoyait une demi-heure de sieste environ après le repas de midi. Ainsi, même si la peur l'étreignait et qu'elle avait envie d'entendre des voix masculines, elle ne voulut pas les réveiller. Même quand elle entendit un bruit étouffé de rames, même quand son cœur remonta dans sa gorge, elle ne les réveilla pas. Elle se tint au-dessus d'eux pour leur permettre de dormir tout leur saoul. N'était-ce pas courageux de la part de Wendy? Par bonheur pour les garçons, il y en avait un, parmi eux, qui pouvait flairer le danger jusque dans son sommeil. Peter se redressa d'un bond, soudain aussi alerte qu'un chien à l'arrêt, et, en un seul cri d'alarme, il réveilla les autres. Il se tint immobile, la main à l'oreille. « Des pirates !» cria-t-il. Les autres se rapprochèrent de lui. Un étrange sourire jouait sur son visage, et Wendy frémit en le voyant. Lorsque ce sourire était sur son visage, personne n'osa lui adresser la parole. Tout ce qu'il pouvait faire était de se tenir prêt à obéir. L'ordre vint, vif et tranchant. « Plongez !» Il y eut des éclairs de jambes, et, en un instant, le lagon sembla désert. Il ne restait plus que les récifs des naufrageurs, isolés par les eaux comme s'il avait été lui-même naufragé. L'embarcation se rapprochait. C'était la barque des pirates dans laquelle se trouvaient 3 silhouettes, Floup, Coudric et une troisième, captive, qui n'était autre que Listigris. Elle avait les mains et les chevilles attachées et elle connaissait le sort fatal qui l'attendait. On allait l'abandonner sur le rocher, une mort plus atroce pour quelqu'un de sa race que la mort par le feu ou sous la torture. N'a-t-il pas écrit, en effet, dans le livre de la tribu, qu'il n'y a pas de chemin sous l'eau pour gagner les bienheureux terrains de chasse? Pourtant, son visage restait impassible. Fille de chef, elle était. Fille de chef, elle devait mourir, ainsi soit-il. Il l'avait attrapée alors qu'elle grimpait sur le bateau pirate, un couteau entre les dents. Il n'y avait pas de guet sur le navire, car Crochet se vantait que l'écho de son renom assurait la sécurité du navire à 1 kilomètre à la ronde. À présent, le sort de la princesse allait encore diminuer le danger. Une nouvelle plainte allait suivre celle des tourbillons du vent cette nuit. Dans l'obscurité qui les accompagnait, les 2 pirates ne virent pas le récif jusqu'au moment où ils le heurtèrent par la proue. « L'off, espèce d'empoté !» cria une voix irlandaise qui était celle de Floup. « On y est, au rocher. Bon, alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à hisser la peau rouge dessus et à la laisser se noyer ici. » Débarquer la belle fille sur le rocher fut l'affaire d'un court instant de violence. Elle était bien trop fière pour offrir une vaine résistance. Tout près de la roche, mais hors de vue, 2 têtes oscillaient de bas en haut. C'étaient Peter et Wendy. Wendy pleurait, car c'était la première tragédie à laquelle elle assistait. Peter avait vu un grand nombre de tragédies, mais il les avait toutes oubliées. Il était moins navré que Wendy pour Listigris. C'est le fait de voir 2 personnes triompher d'une seule qui le rendait furieux, et il voulait la sauver. Le plus simple aurait été d'attendre que les pirates eurent disparu, mais il n'était pas du genre à choisir la facilité. Il ne pouvait presque rien faire, et le voici qui imite la voix de Crochet. « Hé là, bande d'incapables !» appela-t-il. C'était une merveilleuse imitation. « Le capitaine !» dirent les pirates en se regardant stupéfaits. « Il doit être en train de nous rejoindre à la nage, » dit Coudric, après qu'ils l'eurent cherché en vain. « On laisse la peau rouge sur le rocher, » avertit Floup. « Libérez-la » fut la réponse stupéfiante qui leur parvint. « La libérer ! Allez, coupez ses liens, laissez-la partir. »« Mais, capitaine !»« Allez, exécution !» cria Peter, « ou je vous passe mon crochet à travers le corps. » Curieux, dit Floup, le souffle coupé. « Mieux vaut suivre les ordres du capitaine, » dit Coudric nerveusement. « Oui, oui, » dit Floup, et il coupa les cordes de Listigris. Aussitôt, elle glissa comme une anguille entre leurs jambes jusqu'à l'eau. Bien sûr, Wendy était vraiment enchantée de l'intelligence de Peter, mais elle savait qu'elle serait enchantée aussi et allait très probablement faronner et donc se trahir, si bien qu'elle sortit immédiatement sa main pour lui couvrir la bouche. Mais son geste resta en suspens car « Ouais, du bateau !» retentit sur le lagon avec la voix de Crochet, et cette fois-ci, ce n'était pas Peter qui avait parlé. Peter était peut-être sur le point de fanfaronner, mais à la place, il plissait son visage dans un sifflement de surprise. « Ohé, du bateau !» répartit la voix. Wendy comprenait maintenant. Le véritable Crochet était lui aussi dans l'eau. Il nageait vers le bateau et, comme ses hommes allumèrent une lampe pour le guider, il eut vite fait de les rejoindre. À la lumière de la lanterne, Wendy vit son crochet attraper le bord du bateau. Elle vit son vilain visage verdâtre se hisser hors de l'eau, tout dégoulinant. Tremblante de peur, elle aurait voulu s'éloigner à la nage, mais Peter ne voulait pas faire le moindre mouvement.
Il rayonnait de vie et débordait aussi de suffisance. « Ne suis-je pas incroyable? Oh, je suis incroyable !» lui murmura-t-il, et elle avait beau être d'accord, elle était vraiment contente, pour sa réputation, d'être la seule à l'entendre. Il fit signe d'écouter. Les deux pirates étaient très curieux de savoir ce qui avait amené leur capitaine jusqu'à eux, mais il s'assit et mit sa tête sur son crochet dans une position de profonde mélancolie. « Capitaine, est-ce que tout va bien ?» lui demandèrent-ils timidement, mais il leur répondit par un gémissement sourd. « Il soupire, dit Floop. « Il soupire encore, dit Coudric. « Une troisième fois, il soupire, dit Floop. » Il finit par prendre la parole d'un ton féroce. « Fini de jouer, cria-t-il. Ces garçons se sont trouvés une mère. » Tout effrayée qu'elle fût, Wendy se gonfla d'orgueil. « Oh, jour néfaste !» cria Coudric. « Mais qu'est-ce qu'une mère ?» demanda l'ignorant Floop. Wendy fut tellement choquée qu'elle s'écria. « Il ne sait pas ça ?» Et à compter de ce jour, elle pensa que si l'on pouvait prendre un pirate comme animal de compagnie, elle choisirait toujours Floop. Peter la tira sous l'eau, car Crochet venait de s'écrier. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» « Je n'ai rien entendu, » dit Coudric, soulevant la lanterne au-dessus des eaux. Et lorsque les pirates regardèrent, ils virent un étrange spectacle. C'était le nid dont je vous ai parlé, flottant sur le lagon, avec l'oie du jamais assise dessus. « Regarde !» dit Crochet en réponse à la question de Floop. « Voilà une mère !»« Quelle leçon ! Le nid a dû tomber dans l'eau, mais la mère a-t-elle abandonné ses œufs ? Non !» Sa voix s'étrangla, comme si, l'espace d'un instant, il s'était rappelé les jours innocents où... Mais il repoussa cette faiblesse de son crochet. Floop, très impressionné, contemplait l'oie tandis que le nid dérivait. Mais Coudric, plus soupçonneux, dit « Si c'est une mère, elle traîne peut-être par ici pour venir en aide à Peter. » Crochet fit la grimace. « Oui, dit-il, cette peur me hante. » Il fut tiré de son désarroi par la voix engageante de Floop. « Capitaine, dit Floop, est-ce qu'on ne pourrait pas enlever la mère de ces garçons et en faire notre mère ?»« Voilà un plan royal !» cria Crochet. Et aussitôt, l'idée commença dans son esprit à prendre une forme concrète. « Nous allons attraper les enfants et les transporter au bateau. Nous forcerons les garçons à marcher la planche et Wendy sera notre mère. » De nouveau, Wendy ne put se retenir. « Jamais !» cria-t-elle, et elle plongea. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Mais il ne put rien voir. Il pensait que ce n'était qu'une feuille dans le vent. « Qu'en pensez-vous, mes taureaux ?» demanda Crochet. « Topez-la !» dirent-ils tous les deux. « Voici mon crochet, jurez !» Ils jurèrent tous. Ils se trouvaient alors sur le rocher, et soudain Crochet se souvint de Listigray. « Où est la peau rouge ?» s'interrogea-t-il brusquement. Il faisait preuve par moments d'un humour taquin, et ils pensèrent qu'il était de cette humeur. « Tout va bien, capitaine !» répondit Floop complaisamment. « Nous l'avons laissé partir. »« Laissé partir !» hurla Crochet. « C'était vos ordres, » trembla le Bosco. « Vous nous avez appelés depuis l'eau pour nous dire de la libérer, » dit Coudric. « Poudre et soufre d'enfer, » donna Crochet. « Quelle mascarade, cette âme-ci !» Son visage était vert de rage, mais il voyait bien que leurs paroles étaient sincères, et il en fut décontenancé. « Les gars, dit-il, en tremblant un peu, je n'ai jamais donné cet ordre. »« C'est vraiment bizarre, dit Floop, et ils s'agitèrent tous nerveusement. Crochet éleva la voix, mais on y décelait un tremblement. « Esprit qui ce soir hante ce sombre lagon, dit-il. M'entends-tu » Évidemment, Peter aurait dû se taire, mais évidemment, il n'en fit rien. Il répondit aussitôt, prenant la voix de Crochet. « Par les cornes, les pics, les biques et les boucs, je t'entends !» En ce moment suprême, Crochet ne s'y pas même d'un cil, mais Floop et Coudric, terrorisés, s'agrippèrent l'un à l'autre. « Qui es-tu, étranger ? Parle !» exigea Crochet. « Je suis James Crochet, » répondit la voix, « capitaine du Jolly Roger. »« Tu mens, strangla Crochet. « Poudre et soufre d'enfer, dis-le encore une fois et je jette l'encre sur ton ventre. » Crochet essaya de s'y prendre de manière plus doucereuse. « Si tu es Crochet, dit-il presque humblement, dis-moi donc, qui suis-je ? » « Un cabillaud, répondit la voix, rien d'autre qu'un cabillaud. »« Un cabillaud, répéta Crochet ébahi, et c'est alors, mais alors seulement, que son fier esprit s'effondra sur lui-même. Il vit ses hommes s'éloigner de lui. « Serions-nous restés tout ce temps sous les ordres d'un cabillaud ?
murmure-t-il. C'est un outrage à notre honneur. Voilà que ses propres chiens le mordaient aux jambes, mais, figure tragique qu'il était devenu, c'est à peine s'il y prêtait attention. Contre des preuves aussi effroyables, ce n'était pas de leur confiance qu'il avait besoin, mais de la sienne. Il sentit son ego lui filer entre les doigts. « Ne m'abandonne pas, mon taureau, » murmura-t-il d'une voix rauque. Il avait dans sa sombre nature une touche de féminité comme chez tous les grands pirates, et cela lui donnait parfois des intuitions. Soudain, il tenta le jeu des devinettes. « Crochet !» appela-t-il. « As-tu une autre voix ?» De son côté, Peter n'avait jamais pu résister à un jeu, et il répondit gaiement, prenant sa propre voix. « Oui !» « Et un autre nom. »« Oui, oui. »« Végétal ?» demanda Crochet. « Non. »« Minéral ?»« Non. »« Animal. »« Oui. »« Homme. »« Non. » Cette réponse avait un ton de mépris. « Garçon. »« Oui. »« Garçon ordinaire. »« Non. » « Garçon prodigieux. » Au grand désespoir de Wendy, la réponse à cette question fusa. « Oui. » « Es-tu en Angleterre ? » ?»« Non. »« Es-tu ici ? » ?»« Oui. » Crochet était totalement désemparé. « Posez-lui des questions, » dit-il aux autres en épongeant son front ruisselant. Floop réfléchit. « Non, je n'ai pas d'idée, » dit-il avec regret. « On ne trouve pas, » chanta Peter. « Alors, langue au chat ?» Bien sûr, par orgueil, il menait le jeu trop loin et les mécréants saisirent l'occasion qu'il leur offrait. « Oui, oui, » répondirent-ils tout en hâte. « Eh bien, » s'écria-t-il, « je suis Peter Pan !»« Pan !» En un instant, Crochet revint à lui-même. Floop et Coudric redevinrent ses fidèles hommes de main. « À présent, nous le tenons !» cria Crochet. « Floop, allô, Coudric au bateau, prenez-le, mort au vif !» À ces mots, il plongea pendant qu'au même moment résonnait la voix joyeuse de Peter. « Êtes-vous prêts, les gars ? Oui, oui, des quatre coins du lagon. Alors, sur pirates !» Le combat fut vif et bref. Ce fut John qui le premier fit couler le sang, en grimpant vaillamment dans le bateau pour attaquer Coudric. Il y eut une lutte acharnée pendant laquelle le coutelas fut arraché des mains du pirate. Il bascula par-dessus bord et John plongea à sa poursuite. Le canot partit à la dérive. Ici et là, une tête surgissait de l'eau, puis c'était un éclair d'acier, suivi d'un cri de douleur ou de triomphe. Dans la confusion, certains frappaient ceux de leur propre camp. Le tire-bouchon de Floop toucha Mirliton à la 4e côte, mais il reçut à son tour une entaille des mains de Frisoton, plus loin, à l'écart du rocher. Coudric harcelait durement Plume et les jumeaux. Pendant tout ce temps, où était Peter ? Il cherchait un plus gros gibier. Tous les autres étaient des garçons pleins de courage, et on ne saurait les blâmer de se tenir à l'écart du capitaine pirate. Sa griffe de fer dessinait dans l'eau autour de lui un cercle de mort que ses adversaires fuyaient comme des poissons apeurés. Mais il y en avait un qui n'avait pas peur de lui, un qui se tenait prêt à entrer dans ce cercle. Étrangement, ce n'était pas dans l'eau qu'ils se rencontrèrent. Crochet se hissa sur le rocher pour reprendre son souffle, au moment même où Peter l'escaladait du côté opposé. Le rocher glissait comme un ballon et ils devaient ramper plutôt que grimper. Aucun des deux ne savait que l'autre approchait. Cherchant chacun une prise, ils s'attrapèrent le bras. Stupéfaits, ils levèrent la tête. Leurs visages se toussaient presque, et c'était ainsi qu'ils se retrouvèrent face à face. Parmi les plus grands héros, certains ont avoué qu'à l'instant précédant l'assaut, ils avaient sombré dans la détresse. Si tel avait été le cas de Peter, je l'aurais reconnu volontiers. Après tout, Crochet était le seul homme que le coq eût jamais craint. Mais Peter ne ressentit aucune détresse, et il ne ressentit qu'une chose, l'allégresse, au point que ses jolies dents grinçaient de joie. Vif comme la pensée, il arracha un couteau à la ceinture de Crochet et était sur le point de le retourner à son propriétaire. Mais il se rendit compte que le combat n'était pas loyal. Crochet n'avait pas encore fini de grimper. Alors, Peter tendit la main au pirate pour l'aider. C'est alors que Crochet le mordit. Ce n'est pas la douleur, mais l'injustice qui fit tourner la tête à Peter. Cela lui coupa tous ses moyens. Il ne put que fixer son adversaire, horrifié. C'est de cette manière que chaque enfant reste saisi. La première fois qu'on le traite injustement. La première chose à laquelle il pense prétendre quand il vient à se confier à vous, c'est la justice. Une fois que vous serez montré injuste envers lui, il vous aimera de nouveau, mais il ne sera plus jamais tout à fait le même enfant. Personne ne surmonte jamais la première injustice. Personne, sauf Peter. Il s'y heurtait souvent, mais l'oubliait toujours. Telle était, je suppose, la véritable différence entre lui et les autres.
si bien qu'à présent qu'il l'affrontait, c'était pour lui comme la première fois, et il ne pouvait qu'ouvrir de grands yeux, impuissant, par 2 fois, la main de fer l'écorcha. Quelques instants après, les autres garçons virent Crochet dans l'eau, tâchant à toute force de gagner le navire. Aucune joie à présent sur l'ignoble visage, sinon une peur bleue, car le crocodile le poursuivait obstinément. En temps normal, les garçons auraient nagé joyeusement à ses côtés, mais à présent ils étaient mal à l'aise, car ils avaient perdu à la fois Peter et Wendy, et ils arpentaient le lagon à leur recherche en criant leur nom. Ils trouvèrent le canot et rentrèrent chez eux en appelant « Peter, Wendy !» Mais aucune réponse ne vint, sinon le rire moqueur des sirènes. « Ils doivent être en train de rentrer en nageant ou en volant, » conclurent les garçons. Ils n'étaient pas très inquiets parce qu'ils avaient tellement confiance en Peter. Ils riaient sous cap, comme des garçons, parce qu'ils allaient se coucher en retard et que ce serait la faute de maman Wendy. Lorsque leurs voix s'éteignirent, un silence glacial recouvrit le lagon, puis il y eut un faible cri. « Au secours !» De petites silhouettes étaient ballottées contre le rocher, et la jeune fille s'était évanouie et reposait sur le bras du garçon. Dans un dernier effort, Peter la hissa sur la roche, puis s'allongea à ses côtés. Même en perdant à son tour connaissance, il s'aperçut que l'eau montait. Il savait qu'il serait bientôt noyé, mais il était trop faible pour rien faire. Tandis qu'ils gissaient l'un à côté de l'autre, une sirène prit Wendy par les pieds et se mit à la tirer doucement dans l'eau. Peter la sentit glisser contre lui et se réveilla en sursaut juste à temps pour la rattraper, mais il fallait lui dire la vérité. « Nous sommes sur le rocher, Wendy, dit-il, et il ne cesse de rétrécir. Bientôt, l'eau le recouvrira en entier. » Même à présent, elle ne comprenait pas. « Il faut partir, dit-elle d'un air presque radieux. « Oui, répondit-il faiblement. « Allons-nous nager, Peter, ou voler ?» Il fallait lui dire. « Penses-tu pouvoir nager ou voler jusqu'à l'île, Wendy, sans mon aide ?» Elle dut admettre qu'elle était trop fatiguée. Il poussa un gémissement. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, soudain inquiète pour lui. « Je ne peux pas t'aider, Wendy. Crochet m'a blessée, je ne peux ni voler ni nager. Tu veux dire qu'on va tous les deux se noyer ? Regarde comme l'eau monte. » Ils se mirent les mains sur les yeux pour ne plus rien voir. Ils pensaient que c'en serait bientôt fini d'eux. Tandis qu'ils se tenaient dans cette position, quelque chose frôla Peter, aussi léger qu'un baiser, et demeura là discrètement, comme pour dire timidement « Puis-je servir à quelque chose ?» C'était la queue d'un cerf-volant que Michael lui avait fabriqué quelques jours auparavant. Il lui avait échappé des mains et s'était envolé. « Le cerf-volant de Michael !» dit Peter, sans s'y intéresser. Mais l'instant d'après, il avait attrapé la queue et tiré le cerf-volant à lui. « Il a soulevé Michael du sol, dit-il. Pourquoi ne te porterait-il pas ? Nous deux ! Il ne peut pas soulever 2 personnes. Michael et Frisotton ont essayé. »« Tirons au sort, dit Wendy courageusement. Avec une dame, jamais. » Déjà, il avait attaché la queue autour d'elle. Elle s'accrocha à lui et refusait de partir sans lui. Mais avec un « au revoir, Wendy », il la repoussa du rocher, et en quelques minutes, elle fut emportée hors de sa vue. Peter restait seul dans le lagon. Le rocher était désormais très petit, il allait bientôt être submergé. De pâles rayons de lumière iraient sur les eaux, et l'on entendait de temps en temps le son à la fois le plus harmonieux et le plus triste du monde. Les sirènes chantaient à la lune. Peter n'était pas tout à fait comme les autres garçons, mais pour finir, il eut peur. Un tremblement le traversa, comme un frisson courant à la surface de la mer. Pourtant, dans la mer, un frisson succède à l'autre jusqu'à ce qu'il y en ait des centaines. Et Peter sentit celui-là. L'instant d'après, il se tenait de nouveau debout sur le roc, avec ce sourire sur son visage et un tambour battant à l'intérieur de lui. Les battements disaient « Ce sera carrément une grande aventure de mourir. »